Connaît-on vraiment ce qu'il y a sous nos villes? Connaît-on ce que cachent les couches de bitume qui font les routes et les trottoirs? En quelques années à peine, la question des sols urbains s'est retrouvée projetée sous le feu des projecteurs, mettant en lumière un paradoxe assez criant. On ne sait rien, ou presque, de ce qui se trouve sous nos pieds, alors même que les sols sont au cœur de la transition des territoires. Comment résoudre ce paradoxe? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où je vais vous parler humus, vers de terre et mycélium, autrement dit. Je vous parle évidemment du sol. Et plus précisément, on va parler du regain d'intérêt pour les sols urbains que l'on redécouvre après les avoir poliment ignorés durant des décennies, voire des siècles dans l'ensemble de la discipline. Un regain d'intérêt qui nous oblige à un changement de regard sur la manière dont on considère les sols, ouvrant la voie à une mutation en profondeur de la pratique urbanistique. Tout ce dont on va parler aujourd'hui est étroitement lié aux ZAN et à l'artificialisation des sols, avec des débats qui ont commencé à la fin des années 2010, mais qui se sont véritablement intensifiés ces 2-3 dernières années. Alors, comme j'ai déjà fait une grosse vidéo spécifiquement sur le ZAN, je ne vais pas revenir en détail ici, par contre je vais vous faire un résumé ultra rapide des enjeux, de manière à bien comprendre dans quel contexte on s'inscrit. En 2021 a été votée la loi Climat et Résilience définissant l'artificialisation comme l'altération durable des fonctions écologiques d'un sol par son occupation ou par son usage. C'est aussi dans cette loi qu'était fixé l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, un objectif dont les modalités précises ont depuis été inscrites dans la loi de juillet 2023. Et si ces modalités ont parfois pu susciter des réactions, disons, tumultueuses, les objectifs et la philosophie du ZAN ont globalement fait consensus, tout le monde ou presque s'accordant à dire qu'on ne pouvait pas continuer de bétonner à tout va, surtout dans un contexte de transition écologique et alimentaire des territoires. Mais c'est justement ce consensus qui a mis en lumière la grande méconnaissance que l'on avait de nos sols urbains, en particulier chez les architectes et les urbanistes, les paysagistes étant un tout petit peu moins béotiens. Ces derniers mois, les livres et les colloques se sont multipliés sur le sujet, à l'instar de l'ouvrage Des tracés aux traces pour un urbanisme des sols, publié l'an dernier par l'architecte urbaniste Patrick Henry, ou encore de Projets de sol de l'urbaniste italien Bernardo Secchi, qui vient de sortir chez Dixit.net dans une traduction inédite en français. Sans oublier bien sûr la revue Urbanisme dont le numéro de janvier-février était justement consacré au sol et qui a achevé de me convaincre de vous proposer cette petite vidéo. Toutes ces publications ont en commun de mettre en lumière cette méconnaissance dans une posture d'humilité qui fait objectivement du bien à voir. Malmené, ignoré, invisibilisé, voici quelques-uns des épithètes que vous pourrez lire au fil de ces pages à propos des sols, qui seraient donc une terra incognita, je cite, une terre inconnue, une nouvelle frontière qu'il convient donc de conquérir, d'apprivoiser et si possible de réparer. Comme le rappelle Patrick Henry dans la revue Urbanisme, la ville moderne s'est construite au 19e et au 20e siècle en enfouissant dans les sols tout ce que l'on ne voulait pas voir en surface. Les réseaux d'eau et d'assainissement, les conduits de gaz et d'électricité, les transports collectifs et plus tard les parkings souterrains, en oubliant au passage que l'on était en train d'abîmer ces précieux sols urbains. Mais le plus grave, c'est qu'on ne s'est pas contenté d'enterrer tout ça. On a aussi recouvert l'intégralité de nos villes avec des couches de pavés puis de béton, étouffant un peu plus des sols déjà bien maltraités et réduisant à peau de chagrin ce qu'il restait de vie dans les profondeurs. Car les sols sont effectivement grouillants de vie. On estime même qu'ils abritent un quart de la biodiversité de la planète. Bactéries, champignons, petits insectes, vers de terre, araignées, qui contribuent au maintien de la vie sous terre et en surface. Les plantes et les arbres y puisent de précieux nutriments, tandis que les oiseaux et les rongeurs y trouvent un fourmillant garde-manger, et ainsi va le cercle de la vie. Oh, que c'est bon! Mais attention, les fonctions d'un sol ne se résument pas à cette seule vertu alimentaire. En réalité, les sols sont au cœur du bon fonctionnement de l'ensemble de la planète et accessoirement de nos écosystèmes humains. À titre d'exemple, la séquestration du carbone participe à la régulation du climat global. Les bactéries présentes permettent de fabriquer des antibiotiques et la captation des eaux de pluie permet de réduire les risques d'inondation. Ce dernier point est d'ailleurs au cœur de la redécouverte des sols urbains avec l'essor des principes de débitumisation et de renaturation qui ont pour objectif d'absorber les surplus d'eau en rendant à nouveau les sols perméables. Cela donne des concepts tels que la ville éponge, sur laquelle je vous avais déjà fait une grosse vidéo, et plus généralement l'essor de plein d'initiatives qui sont portées en France et ailleurs. C'est passionnant à suivre et ça montre bien qu'il se passe quelque chose au niveau des sols. Ces initiatives sont le fruit d'une réflexion qui dépasse le seul cadre technique et opérationnel. Ils sont le symptôme d'un changement de regard, un changement de logiciel sur la manière dont on aborde les sols et dont on les inclut dans la fabrique urbaine. Ce changement de perspective, il pourrait se résumer en une phrase.
Il faut cesser de considérer les sols comme des surfaces, mais bien les aborder comme des volumes. Autrement dit, passer d'une vision 2D à une vision 3D. Excuse me. Do you see this? Et ça peut sembler anecdotique, mais c'est assez dingue en réalité à quel point ce simple changement de matrice ouvre comme nouveau champ de réflexion. Car il faut bien se rappeler que nos disciplines entières ont été conçues et conceptualisées sur une vision en 2D de l'espace urbain, à base de cadastres, de charges foncières, de plans vus du ciel évidemment, ou de coefficients d'occupation des sols qui portent bien leur nom pour celles et ceux qui les ont connus. À titre d'exemple, on a vu émerger ces dernières années des concepts tels que les trames brunes, qui reprennent le principe des trames vertes et des trames bleues, mais appliquées au souterrain. L'idée est simple, recréer des corridors écologiques permettant aux petites bêtes et aux gouttes d'eau de circuler librement sous nos pieds, afin de réparer autant que faire se peut nos tentations passées de tout ensevelir. Et je sais que ça peut paraître évident, mais j'insiste, la pratique urbanistique ne s'est jamais embarrassée de ces questions. Et c'est précisément pour cette raison que je crois qu'on peut être heureux de voir tous les acteurs de la discipline s'emparer enfin de ce sujet. Je crois qu'on est à l'orée d'un profond bouleversement, et qu'on est en train de sortir, lentement mais sûrement, d'une vision utilitariste et foncière des sols pour se diriger vers une vision beaucoup plus écosystémique, actant de l'interdépendance entre les sols, le vivant et nous-mêmes. Voilà pour cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis ou votre passion pour les vers de terre dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas non plus à liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve dans 6 semaines à peu près pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup et à très bientôt. Oh.